Au sommet de cette édition de l'actualité, lutte contre le VIH-Sida, une réunion de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU ouverte cet après-midi en ligne de mire, mettre fin à la pandémie d'ici à 2030. L'on en parle dans un court moment. Réinsertion des populations affectées par le drame de Solhan, relance économique et lutte contre le Covid-19 au centre d'une séance de travail entre le chef du gouvernement burkinabé et une délégation conduite par la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique. Le point des travaux à suivre dans quelques instants. Le bureau de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina Faso qui se présente au ministre en charge des Transports, une prise de contact suivie d'engagement pour mettre fin aux crises et divisions dans le secteur. L'on voit cela dans ce journal. Et puis la France qui gèle son aide budgétaire et sa coopération militaire en Centrafrique. Paris invoque une campagne anti-française téléguidée par la Russie avec la complicité des autorités centrafricaines. Nous verrons cela dans cette édition. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Mettre fin au VIH-Sida d'ici à l'horizon 2030, c'est l'ambition affichée par l'ONU et annoncée cet après-midi au cours d'une réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Une rencontre pour examiner les progrès accomplis et adopter la déclaration de politique générale pour les 5 prochaines années. La réunion en visioconférence est suivie pour nous depuis Kosiam par Souleymane Sanou et Ernest Kambiré. Il faut agir de toute urgence pour mettre fin au VIH-Sida d'ici à 2030 et pour cela, il faut mettre fin aux inégalités. C'est tout l'enjeu de cette réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies sur le VIH-Sida. Mettre fin aux inégalités, c'est mettre fin à la discrimination, à la stigmatisation, c'est prendre des engagements audacieux pour les 5 prochaines années, c'est mettre au point des programmes d'éducation sexuelle qui respectent et qui protègent les droits des personnes. Mettre fin aux inégalités, c'est surtout adopter une déclaration de politique audacieuse des Nations unies sur le VIH-Sida pour 2021-2026. Nous devons mettre les personnes et les communautés au centre de cette riposte contre le VIH d'ici 2030. Il y a également le fait que les ressources financières nécessaires pour relever ces défis doivent être mobilisées par la communauté internationale et la spécificité des États, en particulier du Burkina, doivent être pris en compte pour avoir un accompagnement financier digne de ce nom en raison de l'insuffisance des ressources domestiques. Outre la déclaration de politique des Nations unies adoptée, cette réunion de haut niveau de l'Assemblée générale va permettre pour les 3 prochains jours aux dirigeants d'examiner les meilleures pratiques pouvant aider à mettre fin au VIH-Sida d'ici à 2030 tout en tenant compte de la question de la Covid-19 qui devient une question transversale dans les approches et stratégies de lutte. Nous avons souhaité qu'il y ait un accompagnement à ce niveau et que ce volet de lutte contre la pandémie soit pris en compte dans toutes les initiatives et dans la mobilisation des ressources adressées à l'élimination du VIH d'ici 2030. C'est dire que le Burkina Faso, en tout cas, est dans une bonne démarche. Et cette Assemblée générale a été une occasion donc de réaffirmer et de présenter les efforts du gouvernement burkinabé pour éliminer le VIH au Burkina Faso. Si nous regardons d'où est-ce que nous sommes partis, nous devons nous féliciter aujourd'hui que les efforts conjugués ont permis d'impacter sur ce mal du siècle qu'on appelait ainsi au Burkina Faso. Et nous pensons que si nous arrivons à consolider donc les acquis, les défis qui restent nous permettront d'éliminer ce VIH d'ici 2030. En attendant, la rencontre de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies sur le VIH-Sida à laquelle le Burkina prend part par visioconférence depuis Ouagadougou va permettre aux experts d'examiner plus en profondeur les progrès accomplis 40 ans après la découverte du virus. Aussitôt rentré du Sahel hier que le Premier ministre a une séance de travail avec la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique. Sur la table des discussions, relance économique et lutte contre le Covid-19 via la vaccination à grande échelle, mais surtout conditions de réinsertion des populations affectées par le drame de Solhan. Précision Alidou Badini, bienvenue Tamsa.
Après le drame de Sol-An, c'est le retour à la vie normale des rescapés qui est envisagé avec une option sur des solutions durables, notamment la question de la réinsertion socio-professionnelle des populations affectées. Pour ce faire, le gouvernement peut compter sur le soutien international. C'est la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique qui porte le message au Premier ministre et à ses collaborateurs. Le Premier ministre a parlé de la résilience de la population qui aimerait un appui de l'État pour rentrer sur leur sol. Et donc nous avons aussi parlé de comment est-ce que nous pouvons réinsérer ces populations en passant probablement par l'agriculture, qui est un programme phare du gouvernement pour créer les emplois pour les jeunes et redynamiser les sociétés. L'insécurité sanitaire, une autre préoccupation de l'heure, l'ambition est de bouter le Covid-19 hors du pays. Et c'est la vaccination à grande échelle des populations qui est encouragée par l'émissaire des Nations Unies. Il faut nécessairement essayer de voir si nous pouvons venir vers la fin de ce Covid, mais ça passe par les vaccinations, évidemment. Donc, arriver à vacciner 60% de la population. Nous avons des soutiens internationaux pour laquelle nous pouvons en profiter pour arriver à ce chiffre. Vera Songwe salue la résilience économique du Burkina Faso dans un contexte de double crise sanitaire et sécuritaire. Elle en a profité pour parler coopération sous-régionale. Les échanges ont porté sur la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Et cette information émanant du CSC pour poursuivre, suite à la diffusion d'informations inexactes, le groupe Média Omega est suspendu pour 5 jours allant du mercredi 9 au dimanche 13 juin inclus par le Conseil supérieur de la communication. Durant cette période de sanctions, la radio, la télé et le site web de Omega ne peuvent diffuser que de la musique. Suite de ce journal, le Conseil d'orientation de l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption passe en revue les activités déjà menées par l'institution. La session permet d'adopter une nouvelle feuille de route et de renouveler le bureau du Conseil d'orientation de l'ASELC. Paul-David Bambara, Abdelaziz Yagibou suivent l'ouverture des travaux ce matin pour nous. À la traîne dans le processus de fixation et de consolidation des bases de son fonctionnement efficient, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASELC, s'arme d'outils et d'arguments solides pour mieux plaider et faire bouger les lignes. La préoccupation est mise sur le tapis à cette première session ordinaire de 2021 du Conseil d'orientation de l'institution. L'ASELC a été créé en 2015. Le texte de base avait prévu un certain nombre de textes qui devaient être pris pour permettre effectivement au fonctionnement d'être efficient. Et depuis 2018 que ces textes ont été préparés, introduits en Conseil des ministres. Ce n'est qu'actuellement, ces derniers jours, j'allais dire, que l'essentiel des textes ont été adoptés. Et jusqu'à présent, sur 9 textes qui ont été introduits, nous avons 3 décrets seulement qui sont signés. La SLC travaille, fonctionne réellement, mais elle aurait pu faire beaucoup plus si on lui avait donné les moyens suffisants pour le faire. Après avoir évalué les progrès réalisés et dressé un bilan du chemin déjà parcouru, les membres du Conseil d'orientation vont élaborer un nouveau rapport d'activité. Il s'agira à l'occasion, disons, de cette session, d'installer un nouveau bureau, de voir sur le plan financier, budgétaire notamment, quelle a été l'année 2020, comment ça s'est déroulé. 3 membres du Conseil d'orientation de l'ASELC qui ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel après leur nomination en mai dernier ont été installés à l'occasion. Et puis la problématique de l'emploi des jeunes vue par les jeunes. L'association Génération Lumière convie la jeunesse du G5 Sahel à la réflexion sur l'entrepreneuriat, la journée de motivation dans une explication de Amado Ilboudo et Maxime Zongo. L'entrepreneuriat, une alternative à la promotion de l'emploi des jeunes et les jeunes de l'espace G5 Sahel, particulièrement confrontés par le phénomène du chômage, ont entrepris de multiplier les initiatives. Le gouvernement place l'entrepreneuriat au centre de ses actions pour pouvoir promouvoir l'emploi des jeunes, promouvoir l'insertion socio-économique des jeunes.
Donc nous saluons une telle initiative qui cadre avec les politiques, les stratégies du gouvernement en matière d'emploi. Venus du Burkina, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad, ils vont pendant 48 heures échanger autour des opportunités qu'offre l'entrepreneuriat et se donner davantage d'atouts pour réussir leur insertion socio-économique. On a choisi de réunir exclusivement des jeunes entrepreneurs, donc de ces différents pays, et on va mettre l'accent sur le partage d'expérience. Voilà, donc au-delà des panels qui seront développés, il y aura surtout les échanges entre les différents participants qui vont se partager leurs expériences dans leur parcours entrepreneurial. L'initiative est portée par l'association Génération Lumière avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer. Troisième du genre, ce cadre de réflexion et de formation au profit des jeunes s'articulera autour de panels avec pour thème central jeunesse et entrepreneuriat dans le Sahel. Une occasion qui va leur permettre de proposer des solutions innovantes. C'est une rencontre avec un partenaire de premier plan pour partager la vision du ministère en charge de l'Éducation nationale sur les assises nationales sur l'éducation, les démarches entamées et les objectifs des réformes. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales veut surtout obtenir du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales son adhésion et un accompagnement pour la bonne tenue de ces assises nationales. Le compte-rendu des échanges avec Rodrigue Nikiema et Issa Kanana. Avec une capacité de mobilisation financière de plus de 2 milliards de francs CFA chaque année pour le système éducatif burkinabé et une centaine d'associations et d'organisations de développement actives en éducation, le SPONG se présente comme l'un des partenaires de premier rang pour le département de l'éducation. Au regard de cette meilleure connaissance du système éducatif burkinabé, le ministre Ouattara sollicite ici leur accompagnement pour une bonne tenue des assises nationales sur l'éducation. On a obtenu donc du SPONG une pleine participation, une contribution et même une contribution de certains de ses membres dans la rédaction du document de base qui va servir de discussion aux assises régionales et ensuite aux assises nationales. Le système éducatif burkinabé a besoin de réformes profondes selon le SPONG et au sortir de ces concertations, il entend mettre à contribution son expertise lors de ces assises. Nous avons échangé sur les différentes commissions qui ont été proposées et la pertinence de ces commissions. Nous avons échangé autour des sous-thématiques qu'il faut aborder lors de ces échanges. Nous avons également échangé autour de l'existence ou de l'affinement d'un diagnostic préliminaire, d'un travail préliminaire qui va permettre aux assises d'être des échanges assez fructueux pour qu'on ne perde pas beaucoup de temps à discuter, si je peux le dire ainsi, mais qu'on puisse effectivement aller en profondeur. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des concertations entamées par le chef du département de l'éducation en vue de la tenue prochaine des assises nationales sur l'éducation. Des assises qui, selon le ministre Stanislas Ouattara, se veulent inclusives et participatives. Réconciliation nationale à présent avec les autorités déconcentrées et décentralisées dans les hauts-bassins qui renforcent leurs capacités sur la question. Une journée de formation sur l'élaboration de la stratégie nationale de la réconciliation et le pacte du vivre ensemble. Manekahien Karim Sissé pour les détails. Les autorités déconcentrées jouent un rôle important dans la réussite des questions d'intérêt national. Leur implication s'avère donc nécessaire pour réussir le processus de réconciliation nationale. Réunis ici, à l'initiative du ministère en charge de la réconciliation et de la cohésion, ces autorités déconcentrées renforcent leurs capacités sur le processus d'élaboration de la stratégie de réconciliation et du pacte du vivre ensemble. Ces concertations doivent donner l'occasion aux forces vives des différentes communes là, de discuter, de parler et d'échanger sur la réconciliation, de comprendre la vision du gouvernement et de proposer leur vision en termes de solutions, y compris pour leurs problèmes locaux. Mais c'est bon qu'avant qu'on aille à cela, que l'on ait une rencontre avec les personnes qui seront chargées d'organiser ces concertations-là. Comme vous le savez, sans la paix, il n'y a pas de développement.
Et donc, il est tout à fait important et approprié et pertinent pour le PNUD d'accompagner ce processus-là. Ils sont 300 leaders d'opinion et autorités administratives, à savoir les gouverneurs, les hauts commissaires, les présidents des conseils régionaux, les préfets et maires venus du sud-ouest, des Cascades et des Hauts-Bassins qui prennent part à cette session de formation. Et de retour, ils devront servir de relais auprès de la base pour une large diffusion des grands points de la réconciliation nationale. Paix et cohésion sociale entre communautés des espaces frontaliers et les organisations de la société civile dans le Yatenga plaident pour la résilience des populations frontalières avec le Mali. Un plaidoyer exécuté par la plateforme collaborative des OSC dans la province. L'atelier qui se tient à Ouéguia les détails avec Boukari Ouedraogo et Abdoul Rasmanezongo. Les OSC, organisations de la société civile du Yatenga, donnent de la voix afin de soutenir la résilience des populations frontalières avec le Mali. Des communautés en butte avec l'insécurité, mais pas que. Au-delà de la sécurité, vous savez, il y a les aspects de protection même de ces populations. Protection en termes de bon vivre ensemble, de cohésion sociale. Il y a les besoins économiques. Aujourd'hui, il y a dans les localités où, même s'il y a la sécurité, les gens ne peuvent pas produire. Ils vont produire et vendre où? Voilà, les gens leur marché était au niveau de la frontière du Mali, de l'autre côté, ils ne peuvent plus y aller. Voilà, on fait de la maraîchage, on développe des initiatives de production, mais on n'a pas où écouler. Donc les jeunes sont obligés d'abandonner leurs activités économiques pour aller ailleurs. C'est un besoin primordial. C'est un besoin aussi de circuler librement entre les deux frontières. Ce plaidoyer des OSC est bien accueilli. C'est vraiment avec beaucoup de joie que j'accueille un tel projet, celui de renforcer la résilience des populations qui vivent dans les zones d'insécurité, particulièrement les zones sur les frontières avec le Mali. Et vraiment, que des OSC portent une telle activité pour un plaidoyer, je trouve que c'est vraiment essentiel. Le projet est initié et financé par le Conseil danois des réfugiés et exécuté par la plateforme collaborative des OSC du Yatenga sous le leadership du Centre diocésain de communication de Ouéguia. Carte professionnelle de presse au Burkina Faso, objet d'une réflexion. Le comité technique de délivrance de cartes de presse et de laissez-passer examine à Ouagadougou un projet de décret dans ce sens. Une rencontre qui laisse entrevoir un consensus, nous indiquent Daouda Ouattara et Vincent Kiendrebego. Le comité technique de la carte de presse en pleine concertation à Ouagadougou. Objet des échanges, le projet de décret sur la carte de presse qui fait suite aux modifications de la loi de 2015. Les discussions à cette rencontre ont abouti à un consensus. Il y a désormais le transfert de la tutelle de la carte de presse qui va se faire du CSC vers le ministère en charge de la communication. C'est-à-dire que désormais, au niveau du ministère en charge de la communication, il sera mis en place un service, ça peut être un secrétariat technique, qui va désormais accompagner le comité technique et de délivrance de la carte de presse et du laissez-passer. L'atelier regroupe les acteurs du ministère de la Communication, les associations des professionnels des médias et le comité technique de délivrance de la carte de presse et du laissez-passer. Recherche scientifique et innovation des journalistes mis au parfum des réalités du monde de la recherche et invention en vue d'un meilleur accompagnement. Il s'agit d'améliorer la visibilité des résultats de la recherche scientifique. Amadou Ilboudo est bienvenu dans ça pour les précisions. Ils sont nombreux, les chercheurs burkinabés qui trouvent, mais peu sont les résultats de recherche connus du grand public selon ces experts de l'ANVAR, l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations. À ces hommes de médias, ils confient une tâche, celle d'aider à améliorer la visibilité de tous ces résultats, toute chose qui passe d'abord par la connaissance d'un référentiel clé, la stratégie nationale de valorisation des technologies, inventions et innovations SNVT. C'est un référentiel très capital pour l'ANVAR et qui va nous permettre vraiment de mettre en réseau tous les acteurs. Et donc vous, en tant que communicateur, il est bien et il est important pour pouvoir relayer l'information que vous soyez imprégné d'abord
du contenu de ce document pour pouvoir nous aider, nous, en partenariat bien sûr avec vous, pour que l'ANVAR puisse jouer vraiment son rôle régalien qui est de promouvoir l'utilisation intensive des résultats de la recherche, des inventions et innovations pour booster le développement socio-économique du Burkina Faso. Du 26 au 30 octobre prochain se tient la 13e édition du First Hit, le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques. Un forum dont l'organisation connaît l'implication de l'ANVAR et c'est un accompagnement qui est demandé à tous ces journalistes pour la réussite de cet événement d'intérêt national. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina Faso. Fini donc les crises et divisions, place dorénavant à l'unité et à la dynamisation du secteur des transports. C'est l'assurance que le bureau du FUTRB donne au ministre de tutelle ce matin à Ouagadougou, le point de la rencontre avec Ali Doubadini et Sanoua Christine Koulibaly. Autour de cette table et face au ministre des Transports, le bureau de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina. Bureau né du congrès du 15 mai dernier et marquant l'unité et la sérénité retrouvée au sein du secteur. La mise en place d'une fêtière unique des transporteurs routiers de notre pays était devenue comme une exigence parce que d'abord le programme présidentiel prévoyait que nous puissions professionnaliser donc les acteurs du transport. Mais en plus, de plus en plus, nous avons des financements au niveau de la Banque mondiale qui nous imposaient d'avoir un interlocuteur unique dans le sens de pouvoir construire un dialogue de financement avec eux. Cette fêtière unique est l'aboutissement d'un long processus débuté en 2017 et jalonné de crises multiples et multiformes. Aujourd'hui, le bureau, par la voix de son président, rassure le ministre et les Burkinabés que la crise est derrière et que les regards sont désormais tournés vers l'avenir. Je puisse vous rassurer que la composition actuelle du Bureau national de la fêtière, qui est l'organe dirigeant du fonctionnement et du contrôle pour le bien-être des transporteurs, en tout cas est à un certain niveau qui nous fait en tout cas girer. Au plus grand jamais, des situations désolaires ne viendront pas des transporteurs. Et toute l'équipe et tous les membres qui accompagnent l'orientation du bureau sont engagés de nuit comme de jour, vraiment au respect strict de notre engagement auprès du gouvernement, c'est-à-dire la promotion du transport routier au Burkina Faso. Et comme il fallait s'y attendre, la question des frontières s'est invitée à cette rencontre avec cette interrogation: à quand la réouverture? La question est en discussion au plus haut niveau avec un élément qui devrait accélérer les décisions, le début des vaccinations contre le Covid-19 dans tous les États ouest-africains, selon le ministre Vincent Dabilgou. Et pour un environnement agréable et plus propice au commerce, la coordination des marchés et yards de Ouagadougou invite les commerçants à s'acquitter de leurs taxes d'occupation du domaine public instaurées par la mairie. C'est pour le financement des projets d'assainissement et d'aménagement des marchés. Le message est adressé via la presse ce matin. Issa Kafando et Messolange Digma. Les coordinateurs et les délégués des marchés et yards de la commune de Ouagadougou entendent par cette conférence de presse clarifier leur position face aux récentes sorties médiatiques d'un groupuscule de personnes incitant les commerçants au non-paiement des taxes municipales. Il s'agit de la taxe d'occupation du domaine public et les droits de place dans les marchés et yards. La coordination voudrait réitérer sa disponibilité et son engagement à accompagner le maire de la commune de Ouagadougou dans sa quête de solution aux problèmes de la commune. Nous invitons l'ensemble des contribuables à faire preuve de civisme fiscal et à s'acquitter volontairement le paiement de cette taxe. C'est une réforme de la commune de Ouagadougou entérinée par le Conseil national de l'économie informelle du Burkina à travers une convention signée le 3 novembre 2020. Le but étant d'investir dans les voiries et autres aménagements et assainir les marchés non aménagés. Ces commerçants invitent donc les contribuables à réserver un accueil chaleureux aux collecteurs de ces deux taxes qui utilisent désormais des télémètres laser pour mesurer la surface occupée et des terminaux de paiement électronique pour la facturation. Une minute de silence a été observée avant tout propos en mémoire des disparus de Sol 1.
Pathé-O souffle ses 50 bougies de carrière dans la haute couture. Le styliste burkinabé qui a fait toute sa carrière en Côte d'Ivoire célèbre ce jubilé d'or au bord de la lagune ébriée. Hommage et reconnaissance nationale à un monument de la mode africaine ce 21 mai à Abidjan, comme vous le verrez dans ce commentaire de Sekou Zongo. Monsieur Ouedraogo, directeur général de la maison Pathé-O, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. 50 ans au service de la mode africaine. Aîné Pathé Ouedraogo, alias Pathé-O, célèbre ses 50 années de carrière dans le domaine de la mode. À l'occasion de cette cérémonie, il a été fait officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Désormais, il porte le grade le plus élevé dans l'histoire de la mode en Côte d'Ivoire. Et pour lui, il y a encore des raisons de croire à la mode africaine. D'abord, l'Afrique est un continent qui produit du coton. Mais je trouve que ce coton-là, malheureusement, dès lequel est parti. Avec des mannequins expérimentés, Pathé-O a su satisfaire plusieurs personnalités de par son professionnalisme. Il invite ses collègues stylistes à s'armer de courage et de patience pour un avenir radieux. C'est un jubilé d'or qui a connu la présence de plusieurs personnalités burkinabées et ivoiriennes et bien d'autres nationalités. Ces 50 ans sont en même temps une sorte de reconnaissance donc de ses capacités, une sorte de gloire pour lui, pour tout ce qu'il a pu faire. Comme je le disais tantôt, il a habillé les rois, il a habillé donc des chefs d'État, des présidents de la République, des premiers ministres, des membres du gouvernement. Le travail est vraiment le moyen, j'allais dire le seul moyen de valorisation professionnelle et de valorisation sociale. Et je voudrais féliciter Pathé pour l'exemple qu'il nous montre de l'école africaine. Au cours de cette cérémonie, d'autres activités connexes, l'inauguration du nouveau siège Pathé-O, la dédicace de son nouveau livre et un défilé qui expose la mode africaine dans toute sa splendeur. Né en 1950, Aîné Pathé Ouedraogo alias Pathé-O est un styliste burkinabé et c'est en 1987 au concours Ciseaux d'Or, concours qu'il a d'ailleurs remporté, que sa carrière a connu un déclic fulgurant. Voilà, nous restons hors du Burkina avec la France qui confirme le gel de son aide budgétaire et de coopération militaire en Centrafrique, raison invoquée par Paris, une campagne anti-française qui serait téléguidée par la Russie. Entre la France et la République centrafricaine, les couteaux sont tirés. Lundi, Paris a décidé de frapper Bangui au porte-monnaie en annonçant le gel de son aide budgétaire au gouvernement centrafricain, jugé complice d'une campagne de désinformation massive orchestrée en filigrane par les Russes. Pas que, la coopération militaire a aussi été suspendue. Le malaise était profond depuis des mois. Fin avril déjà, le gouvernement français avait rappelé à Paris ses 5 coopérants militaires affectés auprès du ministère centrafricain de la Défense. Le gouvernement centrafricain tente de dédramatiser. La France nous aide énormément, surtout en matière politique et diplomatique. Dans un passé récent, la France nous a soutenus aussi au plan économique et financier dans beaucoup de domaines et dans beaucoup de cas. Donc, la France reste notre partenaire privilégié, au même titre que la Russie aujourd'hui, qui nous aide à sortir des moments difficiles. Depuis décembre, des centaines de paramilitaires russes sont au chevet de Bangui, alors que le régime de Faustin Archange Touadéra était fragilisé par une rébellion soutenue par l'ex-président François Bozizé. Le rôle de Moscou en RCA ne passe plus sous silence. Il est même vanté dans Touriste, un film à la gloire de l'intervention russe dans le pays, où s'exprime désormais à ciel ouvert la rivalité franco-russe. On s'arrête ici pour les actualités dans cette édition. Merci de nous avoir suivis. La dernière version de l'information à 23h, c'est avec Amandine Lalsaga. Une très bonne soirée à tous.